Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Nous sommes de retour après cette petite trêve internationale pour parler de notre club de cœur, l'Olympique de Marseille. Nous le ferons tout au long de la saison dans ce OM Talking Geneva saison 2. Vous pourrez nous retrouver comme toujours sur Facebook, Instagram et YouTube sur la page OM Nation Genève. Allez, pour m'accompagner, l'équipe du Talk, vous les connaissez. Salut Raph. Salut l'équipe. Salut Flo. Salut à tous. Salut Chris. Ouais, salut, ça va? En fait, et toi, ça va? Parce que je sais que le pauvre Rafi, il a dormi que 2 heures, là. Donc, est-ce que tu vas bien tenir ce soir? Ah oui, oui, oui. Il y a de quoi dire, il y a une grosse actualité. Salut Richard. Et pour nous accompagner, c'est un véritable passionné de l'Olympique de Marseille. Il nous avait déjà fait le plaisir de venir la saison dernière. Et puis, il a accepté de revenir cette saison. C'est un réel plaisir de le recevoir ce soir. Samuel Massilia. Salut à toi, Samuel. Salut les mecs, salut l'équipe. J'espère que tu tout vas se bien. passe bien en Suisse? Eh ben, écoute, tout se passe très très bien. On suit l'OM de loin, mais on est très très bien. Et toi, comment ça va pour toi? Écoute, ça va très très bien et moi, c'est toujours un plaisir de faire un peu ce tour du monde avec les supporters de l'OM parce que il n'y a pas longtemps, j'étais au Sénégal, là maintenant avec la Suisse, moi je trouve ça génial. En plus, il y a cette chaleur qui est toujours là. J'ai un peu l'impression d'être au Vélodrome ce soir, mais en étant chez moi. Comme ça, on est entre potes, on parle de l'OM et c'est vraiment cool. C'est ça qui est incroyable. L'OM n'a pas de frontières. Alors, on te connaît tous. Je vais quand même un petit peu rappeler ton parcours. Alors, peut-être pas tout ça quand même. Je vais rappeler un petit peu ton parcours. Provence TV, OM TV, Radio Star. Tu as été sur le Phocéen pour le dernier match. Ouais. Tu as un parcours incroyable pour ton jeune âge. Tu es un peu le Pablo du journalisme marseillais. Hein. Je l'ai toujours dit. Incroyable. Hein. C'est beau. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir faire ce qu'on aime. C'est tellement difficile. Et puis j'essaie d'avancer petit à petit, des bonnes aventures, d'autres un peu moins. Donc voilà, j'essaie de ne pas trop me poser de questions. Et s'il y a des belles propositions, j'y vais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai 22 ans aujourd'hui et je suis très content de ces expériences, que ce soit France Bleu Provence, chez Radio Star plus récemment. Donc voilà, je pense que le meilleur reste à venir pour moi et pour tous ceux qui veulent faire ce métier aussi. Alors, on te souhaite en tout cas tout plein de bonheur pour la suite. Et on va parler de l'OM tout de suite. On va parler dans un premier temps de cette belle victoire à Monaco 2-0. Puis, dans un second temps, c'est le retour de la Coupe d'Europe avec ce match contre le Lokomotiv Moscou. Match d'Europa League jeudi soir. Et en dernière partie d'émission, on fera un petit point sur le match contre Rennes dimanche soir à 17h. Allez messieurs, on revient tout de suite sur le match contre Monaco, victoire 2-0. C'était un très très beau match de la part de l'Olympique de Marseille. On va faire un petit tour de table si vous êtes d'accord tous. Est-ce qu'on peut parler, vous pensez messieurs, d'un match référence cette saison? J'ai même entendu que Sampaoli disait que c'était un match référence depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille à l'extérieur. Qu'avez-vous pensé de ce match rapidement? Allez, on commence avec toi, Raph. Écoute, oui, c'est un match référence parce qu'on a dominé on a dominé tout le match, ce qui n'était pas arrivé encore, du moins pas sur un match entier. Le match était très plaisant, il n'y avait pas de temps mort, donc pour moi, le match était parfait. Parfait. Richard, c'était parfait pour toi? Oui, pour moi, c'est un match référence dans le sens où tout simplement, Monaco, ils étaient à deux doigts de gagner au Shakhtar Donetsk en Coupe d'Europe. Ils menaient 2-1 jusqu'à dans les dernières minutes du match. Et donc, de les battre comme ça, c'est quand même, chez eux, c'est quand même 2-0. On a le niveau de la Coupe d'Europe là, sur ce match-là. Donc, c'est un match référence pour cette raison-là, pour moi. Ok. Samuel, un match référence pour toi? Moi, je rejoins Raph sur le match parfait. C'est la sensation que j'ai eue après cette victoire 2-0. Le match référence, moi, je le juge, je définirais ce match comme référence à la fin de la saison parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver par la suite, surtout avec le calendrier très chargé qu'on a avec Ligue 1 et Ligue Europa. Par contre, oui, effectivement, moi, je ne pensais pas qu'on allait autant dominer, autant gérer les Monégasques. C'est simple, là, ils n'ont pas touché terre de la partie.
Maintenant, moi, ça me laisse de bonne augure pour la suite. C'est-à-dire qu'on a vu en préparation et même depuis l'arrivée de Sampaoli au mois de mars, quand c'était la cacophonie dans le club, qu'il y avait une progression avec des joueurs qui n'étaient pas forcément ceux avec qui il allait faire l'aventure. Aujourd'hui, avec un vrai mercato, avec des joueurs qu'il avait envie de recruter, on voit que la mayonnaise, elle prend. Sur ce match, on n'a pas Milik, on n'a pas Payet, on n'a pas non plus Mandanda. Bon, Monaco n'a pas tiré une seule fois au but, mais c'est pour dire que cette équipe, ce qui me plaît surtout, c'est qu'on a des doublures à chaque poste. Il y a cette concurrence qui me semble pour l'instant saine et qui fait du bien. Donc, pour revenir vite fait sur ce Monaco, oui, tout a fonctionné. Et si ça peut fonctionner comme ça encore très longtemps, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup se régaler cette saison. Eh oui, incroyable, il y avait pas mal d'absents. Flo, match référence aussi pour toi? Je suis de l'avis de Samuel et de Raph. Je pense que match parfait, c'est le bon mot. Tout simplement parce que déjà, on ne s'y attendait pas à ce match-là. On pensait que Monaco, on allait galérer, qu'en plus avec les absences, parce qu'il ne faut pas oublier que même si De La Fuente et Gerson, ils étaient dans le groupe, ils n'ont pas joué le début du match, alors qu'ils sont censés être titulaires plutôt. Donc c'était un match surprenant, match qu'on a réussi à gagner quand même assez facilement. Je suis d'accord avec Raph et Samuel, oui. Bon, Chris, je pense que tu peux que dire que c'était un match parfait ou un match de référence après avoir entendu tous ces éloges. Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup d'éloges. Moi, par contre, c'est vrai que je parlerai vraiment de match référence le jour où il y aura Dimitri et Milik, parce que j'aimerais voir un match de référence avec nos joueurs de référence aussi. Et je me réjouis en fait de voir en fait vraiment un match de ce niveau-là avec ces deux joueurs-là, d'autant plus qu'on a gagné 2-0 et je pense que ça aurait été encore plus référence si on avait eu un tout petit peu plus réaliste et qu'on en mette un ou deux de plus, parce qu'en fait on serait reparti avec 3 ou 4-0, en fait ça n'aurait pas été volé quoi. Oui, pas volé. Allez, Raph, on t'écoute. Moi, je pense qu'on y reviendra sans doute après, mais je pense qu'on peut plus parler d'un match référence pour les joueurs comme Dieng, Harit, tout ça, que plus pour l'équipe finalement. Peut-être un peu nuancer cette notion de match référence. Pour certains joueurs, ils doivent jouer comme ça. J'ai trouvé très intéressant ce que venait de dire Chris parce qu'il apporte cette nuance de voilà, il y a des joueurs qui ont été très bons, mais on n'avait pas toute l'équipe. Et on aura nos matchs références quand on aura toute l'équipe. Ok, alors une réaction de Samuel pour terminer. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le match référence, en tout cas le match clé, chaque saison, c'est à Monaco. Soit on prend 6-1 comme il y a 3-4 ans avec Rudy Garcia qui avait expérimenté une composition que personne n'avait compris. Et aujourd'hui, on a aussi Sampaoli, samedi, qui a expérimenté une composition et franchement, à moins d'être de sa famille ou je ne sais, pour déchiffrer cette composition, personne ne la comprend, ni les supporters et ni les adversaires. Donc ça, c'est génial, c'est formidable. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est tellement imprévisible, c'est un jeu qui est modulable pendant 90 minutes. Je ne sais plus qui disait qu'il n'y avait pas de fatigue dans ce match. Il n'y a pas eu de temps mort parce que tout le monde a fait les efforts du début jusqu'à la fin, parce que les sortants, c'est-à-dire les remplaçants surtout, ont la même qualité de jeu que les titulaires. Et ça, c'est formidable. Alors Samuel, ce que tu ne sais pas maintenant, c'est que tu viens de me faire une passe décisive parce que justement, on va parler tactique, la tactique de Sampaoli. Alors juste avant le match, on était tous à se dire mais comment on va jouer, avec quel joueur, dans quel système, qui va jouer à droite, qui va jouer à gauche, on ne savait pas trop. Et Sampaoli nous a sorti un peu de sa boîte, un peu cette tactique, et on ne s'y attendait pas vraiment. Alors on va revenir avec toi, Raph, c'est un peu notre tacticien du coup, I'm Talking Geneva. On va revenir un petit peu avec toi sur ce fait de match. Thierry Henry qui même rappelait que c'était un poison tendu à l'adversaire, un petit peu ces tactiques que Jorge Sampaoli faisait avant le début du match. Alors Raph, pour toi, quel est le point fort de cette tactique de l'entraîneur argentin? C'est intéressant, franchement. Il y a cet aspect d'un bordel complètement dingue parce qu'on a remarqué, on s'est fait la remarque avec Chris parce qu'on était à l'avant-match, on était dans un fast-food à se dire mais comment il va jouer. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que rien que dans la communication du club, plus personne ne prend de risque. Avant, on avait la compo de comment aller jouer l'OM, aller soit VB, sous Larguet. Et là, en fait, il met juste les noms. Voilà. Et ça, je trouve que ça veut tout dire. Du coup, on était comme ça, à Chris, avec notre table, avec nos petites serviettes, en train d'essayer de dessiner la compo. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant, sa composition. Parce qu'en fait, en phase offensive,
on avait vraiment nos 3 défenseurs et soit Camara, soit Guendouzi qui restaient devant la défense pour assurer, et puis l'autre qui allait devant dominer, enfin qui allait prendre les espaces, et Lirola et Rongier qui prenaient vraiment les ailes. Puis devant, on avait Wunder, Harit et Dieng qui prenaient bien la profondeur, qui prenaient les espaces. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi en défense, parce qu'en fait, Bouba Camara, j'ai remarqué, descendait au même niveau que les défenseurs, ce qui permettait d'étirer un peu la ligne. Et du coup, on se trouvait avec 4 défenseurs, Lirola, Balerdi, Camara, Saliba et Perez, pardon, 5 du coup. Non, je vous ai dit, moi j'ai dit une bêtise là. Ouh. Je m'en mêle les pinceaux, on a l'impression que c'est Sampaoli qui fait une compo. Il y avait Lirola, Balerdi, Camara, Saliba et Perez. Et du coup, ça permettait de faire une ligne vraiment compacte en défense. Et du coup, le reste des joueurs servait à faire le pressing et puis pour limiter l'avancée monégasque. Et j'ai trouvé, on en parlait avec Chris, on a trouvé ça génial, comme les joueurs semblaient s'articuler. C'était vraiment, on se disait, tiens, ça. Riolo parlait d'un bordel organisé il y a quelques semaines. Même hier, il disait, je ne veux pas savoir comment ça joue, je trouve que ça joue bien. Et ben, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine harmonie dans le jeu, une certaine fluidité qui commence à arriver. Aussi, pour toi, Sam, tu as trouvé cette harmonie dans le jeu, cette fluidité Complètement. Moi, sur ce match, pour moi, il n'y a pas eu de milieu de terrain quasiment. Raph, il parlait très bien de Valentin Rongier, et c'est vrai que c'est lui qui m'a peut-être le plus épaté dans l'équipe, tellement il allait multiplier les allers-retours, il peut être libéraux en phase défensive, presque attaquant en phase offensive. D'ailleurs, il y a un moment en première mi-temps où il dribble 3 défenseurs monégasques comme des plots, et puis malheureusement, il loupe un peu sa pichenette face à Nubel. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tactiquement, les joueurs l'ont compris. Alors, jusqu'à quand? C'est la question. Moi, je me rappelle que quand on avait Marcelo Bielsa, notamment, la composition a changé chaque week-end. Donc, ça perturbait forcément les troupes. Et après, on a eu une deuxième partie de saison plus compliquée. Donc, j'espère que Sampaoli va tenir sur ce dicton. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Chris, on t'écoute. Oui, pour revenir sur le fameux poison dont parlait Thierry Henry. Moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, là, dans ce qu'on a vu, parce que c'était quelque chose d'assez inattendu. Je pense d'ailleurs Monaco s'y attendait absolument pas. C'est que c'est vrai qu'on avait un peu cette idée, parce que là, on est en train de découvrir un nouvel aspect de Sampaoli, en fait. On voit les prémices de quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. C'est vrai que tout le monde s'attend à voir du Bielsa, en fait, avec Sampaoli, et là, on est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que là, il disait toujours Sampaoli dans ses conférences de presse qu'il y avait un système de jeu qui était fait aussi pour s'adapter à l'adversaire. Et à chaque fois, on l'entendait dire ça. Moi, je l'entendais dire, je dis OK, mais j'aimerais bien voir, parce que pour l'instant, il parle de philosophie de jeu, il parle d'automatisme, de choses comme on a dit, qu'on a déjà vu beaucoup avec Bielsa, très porté vers l'attaque. Et ce qui était très intéressant avec ce match-là, c'est qu'en fait, ils ont vraiment utilisé, pour moi, une stratégie pour essayer d'avoir les Monégasques sur 2 fronts. C'était le front habituel qu'on a depuis toujours, c'est-à-dire avec un jeu de possession, avec Gerson qui est extrêmement important d'ailleurs dans ce dispositif-là normalement, qui permet de monter la balle très haut, très rapidement, en utilisant toute la largeur du terrain, avec les verticalités notamment de Guendouzi. Et d'arriver ainsi très rapidement dans la surface et voilà, de se retrouver en position de tir. Mais là, c'est très intéressant de voir que là, il a utilisé la profondeur avec Dieng. Et c'était complètement inattendu. Et d'ailleurs, moi, je pense que aussi l'entrée de Paul Lopez n'est pas pour rien. C'est-à-dire que l'on voit d'ailleurs que sur un des buts qu'il met, en fait, c'est Paul Lopez qui remet très rapidement la balle sur Luan Pérez. C'est Luan Pérez qui fait, en fait, cette passe, très très belle passe, incroyable d'ailleurs, de précision, vers Dieng qui a faire un très très bon contrôle et puis à se l'emmener vers le but. Et j'ai trouvé ça très impressionnant en fait parce que je me suis dit mais là on est encore dans autre chose. C'est-à-dire que là, c'est pas des buts sur la possession, c'est des buts sur des pures actions de contre quand vous avez une équipe qui essaie de vous mettre le pressing très haut. Et c'est une équipe, entre guillemets, c'est presque un but plus d'une équipe très défensive. Vous voyez. Donc j'ai été très surpris, je ne m'attendais pas. Et je pense que Monaco ne s'y attendait pas non plus. Alors, Raph, tu as encore envie de réagir, je crois, là-dessus, sur le sujet. Ouais, c'est sur le fait que Chris parle de dogmatisme. Ça se résume en une action. Souvent, on parle de Guardiola qui est très dogmatique. Une action qui ne serait pas passée ni chez Guardiola ni chez Bielsa aussi, c'est cette action de Rongier. Parce que chez Bielsa ou même chez Guardiola, le but, c'est un milieu de terrain, il reste au milieu de terrain.
Il va créer le jeu. Là, Rongier qui prend cette initiative, et je trouve que c'est un vrai plus et une vraie arme qu'amène Sampaoli, et il s'adapte aussi à l'adversaire, de se dire, bah, tiens, au bout d'un moment, ils s'attendent à ce que Dieng reçoive le ballon. Bah, tiens, notre milieu, il peut rentrer, il peut créer son occasion. Et ce que j'avais trouvé très bien, c'est qu'en deuxième mi-temps, quand Monaco est passé à un attaquant, et Sampaoli a tout fait pour basculer vraiment sur une défense à 4 avec Lirola, Balerdi, Saliba et Pérez, vraiment comme 4 défenseurs, parce qu'en face, il n'y avait qu'un seul attaquant. Et donc, voilà, il s'est adapté et franchement, on peut que souhaiter que ça continue. Alors, merci Raph. Ta petite conclusion, Samuel, pour finir sur la tactique. Non, je pense que tout a été bien dit. En tout cas, moi, ce que j'aimais, oui, il y a eu des révélations. Ce soir-là, on parlait de Luan Pérez. J'ai entendu parler du Brésilien. Moi, il m'emballait pas plus que ça en ce début de saison, notamment avec 2 buts contre son camp quasiment, le fait qu'il n'ait pas un jeu au corps à corps, qu'il ne soit pas à l'aise avec les relances. Et là, je pense que contre Monaco, il a montré toutes ses qualités, tout comme William Saliba. Et puis, j'ai aimé aussi l'audace de Sampaoli. Alors, certes, il y avait un concours de circonstances à aligner Amin Harit en faux numéro 9, de mettre Bamba Dieng sur l'aile gauche, mais qui a été ailier gauche, attaquant central, ailier droit, tu vois. Donc, je pense qu'il y a eu cette audace et les joueurs ont su rendre cette confiance à Sampaoli. Et il faut qu'on parle de Bamba Dieng, quand même. Allez, justement, tu devais être meneur de jeu, un vrai numéro 10, Samuel, sur le terrain, parce que justement, on va parler des joueurs, hein. Le focus un peu sur les joueurs individuels. Avec toi, Richard, tu as envie de nous préparer ta petite chronique. Alors, il y a 2 joueurs vraiment que tu as envie de parler ce soir. On va commencer, comme l'a dit Samuel, par Bamba Dieng dans un premier temps. Voilà, sur ce match-là, comme je t'ai envoyé en message, j'étais tellement heureux du jeu, de la qualité de jeu, aussi la solidité de l'équipe, parce qu'il y a eu une solidité très, très importante sur ce match-là. Et on voit que la patte Sampaoli commence à avoir des effets. Donc, j'avais envie de leur mettre 7 à tous. Mais il y en a 2 qui m'ont ravi sur ce match. C'est Dieng, bien sûr, avec les 2 buts qu'il met. Et donc, il montre à tout le monde que c'est ce que je dis souvent. Moi, je le vois être un joueur de classe internationale par la suite. Alors, je pense qu'il y a 3 éléments. S'il évite les boîtes de nuit, s'il continue à bien travailler et s'il ne devient pas une noisette, je pense qu'il sera un très, très grand. Alors, attends, Richard. Attends, une seconde, Richard, je crois que ça a fait réagir Samuel. Non, mais attends, non, tu peux le laisser finir, il n'y a pas de souci. Non, mais vas-y. Non, c'était pour dire, il a raison en fait. Là, il le dit un peu sur le ton de l'humour, de ne pas aller en boîte de nuit, etc. Mais c'est vrai que c'est essentiel. Et moi, j'ai de très bons retours de gens qui suivent vraiment le ballon rond au plus près du club olympien, que Bamba Dieng a une très bonne hygiène de vie. Et ça, on ne le voit pas forcément chez tous les minots du centre de formation qui jouent actuellement avec la réserve, avec les U19, etc. Lui, il est conscient, il a cette. Il ne faut pas oublier qu'il était professionnel au Sénégal avec l'Institut Djambar aussi. Donc, ce n'est pas un minot qui débarque tout frais de nulle part. Donc, il a bien raison. Je pense que s'il continue comme ça, qu'il est bien structuré, qu'il ne prend pas la grosse tête, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas, il est promu à un très bel avenir. Allez, Richard. Hein. Moi, pour continuer ce que je disais, j'ai ouï dire que son entraîneur de là-bas du Sénégal confirme ce que vient de dire Samuel, qu'il a une très bonne hygiène de vie et qu'il est très sérieux. Et je le vois, c'est un garçon que je vois être entre un Mamadou Niang et un Drogba. Donc, s'il continue sur ce niveau de travail, techniquement, il va aller très haut. Mais ça, on l'avait vu déjà lors du premier match, quand il met 4 mètres au défenseur et qu'il va marquer ce but plein de sang-froid, j'ai tout de suite compris. Enfin bref, bravo à Bamba et continue et peut-être que tu vas prendre la place à Milik. Et le deuxième joueur que tu voulais nous parler, Richard. Et donc le deuxième joueur, c'est Guendouzi, parce que Guendouzi, d'ailleurs, vous voyez bien, il a été sélectionné en équipe de France. Deschamps a tout de suite compris. C'est un pitbull. Il est sur tous les ballons. Les mecs, ils ne te les lâchent pas. Il te les charcute pour leur prendre le ballon. À chaque fait de jeu, dès il a le gars dans son entourage, il va sur lui et il fait tout pour ratisser. Et d'ailleurs, il en ratisse beaucoup. Donc, on a du très lourd. On a du très, très lourd avec Guendouzi. S'il continue,
sur ce rythme-là, je ne vois personne lui prendre sa place. Voilà, donc bravo à lui et je suis très content de sa prestation et il en est pour beaucoup dans cette victoire, évidemment. D'ailleurs, pour ajouter vite fait un petit mot sur Matteo Guendouzi, moi j'ai eu la chance cet été d'être sur la pelouse du Vélodrome pour la Champions Cup. Il est venu voir un peu l'événement et les supporters et surtout les petits qui jouaient. Donc j'étais avec Pablo Longoria. Oui. Et ce qui m'a impressionné, c'était ses mollets, le gabarit. En plus, il venait de signer et tu voyais qu'il avait la dalle. C'est un mec qui est mort de faim. Et c'est aussi un nettoyeur de ballon. C'est-à-dire que parfois, on ne va pas forcément bien le servir, mais il va réussir à bien prendre le ballon, à bien le servir, à bien le décaler. Il y a cette action à Monaco où il y a un centre de je ne sais plus qui et puis il fait un contrôle de la poitrine et c'est une offrande pour Bamba Dieng qui malheureusement dévisse. Donc moi, c'est un joueur que j'adore et je ne comprends pas Arsenal au passage qui nous a quand même offert pour une saison Saliba et Guendouzi, quoi. Oui, bon après Arsenal, il y a beaucoup d'incompréhension à Arsenal aussi. Mais c'est d'autant plus... je suis d'autant plus surpris que je m'y attendais pas à ce niveau de jeu de la part de Guendouzi. Autant je m'attendais à Dieng, autant Guendouzi, du fait qu'il avait perdu sa place à Arsenal, je me disais, purée, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là, il démontre quand même un niveau. C'est vrai qu'Arsenal est incompréhensible sur ce cas-là. Hein. Alors, Raph, oui, on t'écoute. Oui, c'est pour revenir sur le cas Guendouzi à Arsenal, c'est aussi parce qu'il n'entretient pas de bonnes relations avec Arteta. C'est pour ça qu'il ne joue pas et puis qu'il était prêté au Hertha Berlin. Sinon, il n'a aucune raison de ne pas être un grand joueur. C'est juste pour ça qu'il ne jouait plus là-bas. Alors, sachez que Guendouzi fait partie des chouchous de notre cher Chris, mais ce soir, Chris, il ne va pas nous parler de Guendouzi, il va faire un petit mot sur Luan Pérez. Ouais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Moi, j'étais impressionné par le jeu de Luan Pérez, c'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, le niveau il a, tu te demandes où est-ce qu'il n'est pas bon, quoi. Je suis bluffé par ce joueur. C'était complètement inattendu. Bordel, les gars, 4,5 millions. Enfin, qu'est-ce que tu peux trouver de ces joueurs de ce tel niveau à ce prix-là? C'est hallucinant. On peut faire des affaires. Hein. Non, mais il est bon partout. Il est bon dans les duels, il est bon en jeu court, il est bon en passe longue. Alors ça, en passe longue, c'est impressionnant. Et ça me fait rire. On compare par rapport à Douillet, qu'on avait payé, je ne sais plus de 15 millions. 19 ou 21, je ne sais plus. Ouais. Oui, c'est ça. Je crois, c'était même plus. Ouais, 19, 20. Ouais, c'est hallucinant. Ça, 4 fois le prix, quoi. Donc ouais, très très bonne pioche et très grand joueur en devenir. Et puis lui aussi, c'est quelqu'un, s'il bosse bien, et il va finir très haut et peut-être comme son compère de Gerson, finir l'équipe du Brésil, parce que franchement, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. On le souhaite. Flo, Rongier, quel match, quelle activité encore. Franchement, il lui faudra un petit but depuis le temps pour se libérer vraiment. Et puis, il y a eu des occasions sur ces derniers matchs. Et pourquoi vous voulez un but? Deschamps ne marquait pas des buts. Deschamps ne marquait pas de but, mais tu sens que ce joueur a besoin de marquer pour se libérer. Tu sens qu'il est frustré de ne pas mettre ce petit but. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier talk, j'avais parlé encore de Rongier. Il n'avait pas fait un match exceptionnel. Enfin, il n'était pas exceptionnel, mais il était bon partout. Et malheureusement, bon, tout à l'heure, Samuel en a parlé, Raph en a parlé, et je suis assez d'accord avec eux. C'est que en fait, toutes les actions qu'il a faites, il était là sur le terrain. On disait pas mal dans les médias qu'il n'était pas Sampaoli compatible ou que Sampaoli comptait pas trop sur lui. Force est de constater que ça fait deux matchs où il est titulaire, 2 matchs où il est très bon et que il est là, quoi. Pour moi, je pense que Rongier il peut réussir à retrouver un peu son niveau de Rennes, de Nantes, parce que en fait, lui, il a besoin d'être libre au milieu et on le voit. On voit le fait que ça soit pas dogmatisé sur il doit rester au milieu de terrain et qu'il peut aller vers l'avant, il peut aller vers l'arrière. D'ailleurs, son action sur les dribbles, sur les défenseurs monégasques, alors qu'il disait à Paganelli, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Par contre, je l'ai mal réussi parce que j'ai pas marqué. Franchement, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça de lui. Et ouais, c'est une grosse surprise pour moi cette saison, Rongier. Et toi, Raph, tu as envie de nous parler du dernier arrivant, Amin Harit? Oui, j'ai envie de l'appeler le TGV parce qu'il court à je ne sais pas combien sur le terrain et puis il s'est adapté à une vitesse folle. C'est pas la noisette. Oh non, quand même pas. Mais il y a du potentiel chez ce joueur.
On sent bien que c'était un problème à Schalke, c'était un problème peut-être de cadrage. Mais voilà, c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Moi, j'ai trouvé l'action qui a été très marquante, c'est sur le deuxième but de Dieng. Dieng perd le ballon, il y a 4 monégasques autour de lui. Il se dit, ouais, bon, bah, c'est bon, l'action elle est perdue. Et on voit Harit arriver de nulle part, récupérer le ballon, faire cette passe décisive en virgule que peu de personnes ont signalé quand même. S'il fait une virgule, petit pont, comme passe D à Dieng, il y a pire quand même comme premier match. Et sortir sous les ovations presque à domicile, parce qu'à Monaco, on sait toujours qu'on est presque à domicile. Et ben, j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors attention, il ne faut pas s'enflammer. On se souvient tous aussi de Strootman. Son premier match avec l'OM, c'était à Monaco. Il avait fait un super match. Donc voilà, il y a une jurisprudence Monaco. On sait que chaque année, c'est ou, où tout est parfait ou tout est mauvais. Donc voilà, mais je place d'énormes espoirs dans ce joueur. Je pense qu'il peut faire une très grande saison et être une excellente doublure à Payet. Toi aussi, c'est un joueur qui t'a plu, Sam, sur ce match à Minarit? Ouais, forcément, très surpris parce que quand il est arrivé, quand on a su qu'il était chez nous, j'étais un peu dubitatif dans le sens où il n'avait pas marqué les esprits à Nantes, ni même pas forcément à Schalke 04, qui est un club maintenant en deuxième division allemande. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ce qu'il nous faut offensivement? Et puis je me suis renseigné sur le joueur, et puis je me rends compte qu'il a beaucoup mûri, il a cette rigueur allemande de la Bundesliga, il a beaucoup de maturité maintenant dans son jeu, et puis techniquement, sincèrement, il est au même niveau qu'un Dimitri Payet pour moi. Il n'y avait pas de différence sur ce match entre Payet et Harit, et si c'est possible, il faudra voir avec notre génie de Sampaoli d'aligner les deux offensivement. Je pense que là, on va voir des défenseurs qui vont avoir le cœur brisé. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme il y a cette concurrence, c'est pour ça que Valentin Rongier est à 10 000%. Parce qu'il peut vite se retrouver sur le banc de touche, parce qu'il y a Gerson au milieu, il y a un monde pas possible. Il y a un joueur dont on ne parle pas, mais qui, moi, j'ai adoré le voir avec le brassard de capitaine, c'est Bouba Camara. Il n'est pas perturbé par tout ce qui a pu se dire sur lui au mercato. Moi, c'est un joueur que je voulais absolument pas qu'il parte. Si on devait renflouer les caisses du mercato, c'était avec la vente de Douye Tatsar, mais mine de rien, ne pas avoir vendu Douye Tatsar, ça nous a permis d'avoir Bamba Dieng à Monaco. Donc, moi, je suis quand même content. Tout se passe sur des roulettes. Touchons du bois que ça continue. Touchons du bois que ça continue. Allez, pour conclure sur les joueurs, Chris. Oui, juste très rapidement à propos de Harit. Moi, j'avais toujours envie de le voir à l'œuvre parce que c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intrigué. C'est que, en fait, Harit, c'est un des toutes premières rumeurs mercato qui est venu déjà la saison dernière quand Pablo a commencé à faire ses tout premiers mercato pour nous. Et ça m'avait beaucoup intrigué parce que c'est pareil, en fait, on voyait Harit partout et on se dit pourquoi il tient autant à ce joueur-là alors qu'on avait plein de postes, alors, surtout à l'époque, on n'est pas de latéral gauche, pas de latéral droit, enfin bref. Et Harit déjà revenait avec insistance. Donc je pense que c'est vraiment un joueur qui était très nettement ciblé par les équipes de Longoria et je pense qu'il y avait des raisons derrière. C'est que c'est sûrement pas un panic buy, un achat de dernière minute en tout cas. Alors messieurs, on a parlé des joueurs, on a parlé de ses bons résultats, mais est-ce qu'on va maintenir la cadence, vous pensez? Parce que ça va quand même être compliqué sur le long terme. C'est un jeu avec vraiment beaucoup de dépenses, beaucoup d'efforts de la part de cette équipe. Bien sûr, on fait toujours le rapprochement avec la saison avec Marcelo Bielsa. On peut faire également le rapprochement avec la saison de Sampaoli à Séville, qui avait été compliquée également, Chris. Oui, ça avait été compliqué pour la deuxième partie de saison. Ce qui est très intéressant, moi j'ai un petit peu regardé un peu cette saison de Séville, un peu en statistique et sur le déroulement, je veux dire dramaturgique de cette saison, elle est très intéressante. C'est-à-dire que je commence à percevoir des points communs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de hype à Séville qui était hallucinante autour de Sampaoli, de son style de jeu et de ce qu'il était en train d'apporter. Comme on ressent, parce que Séville, c'est une vraie ville de football, hein, avec vraiment des vrais fans. Ils ont senti vraiment comment dire, une sorte de choses très positives qui arrivaient pour leur club. Et il faut savoir, ils ont cru au titre, c'est-à-dire que jusqu'en février 2017, ils ont vraiment cru qu'ils allaient pouvoir jouer avec le Real de Madrid, qu'ils allaient peut-être leur passer devant et finir premier. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont complètement écroulés
en deuxième partie de saison. Et c'est vrai que c'est pour ça que voilà, je souhaitais qu'on parle dans ce talk de la question du rythme, parce que là, ce qui va arriver, c'est intéressant, c'était pas, c'est ça que j'ai retenu, c'est que moi je m'attendais en fait en cherchant un peu qu'ils auraient pu s'écrouler, un peu comme le fameux effet Bielsa qui aurait eu un peu, alors je sais qu'il y en a qui sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, mais qui aurait peut-être eu un effet, un impact physique sur nos joueurs qui aurait fait qu'on aurait mal fini pendant cette fameuse année Bielsa chez nous. Mais en fait, ce que j'en ai retenu en regardant cette fameuse année qu'il a fait à Séville, c'était plus en fait au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'émotions, de choses un peu extra-sportives qui sont arrivées. Et ce côté extra, en fait, c'est ça qui a en fait coulé Séville, notamment le fait que qu'il ait commencé Sampaoli à être demandé par l'Argentine, qui était son rêve de rejoindre l'Argentine. Donc, on voit en fait qu'il y a eu un impact émotionnel parce que l'Argentine qui débarque, ça a aussi beaucoup déplu aux supporters. Et tout cela a fait que voilà, ça crée en fait un trou, ça crée en fait une cassure petit à petit qui a empêché en fait vraiment à Séville de s'envoler et de réussir à cette première place qui, du temps des Lébrets, il faut rappeler qu'en fait, ils étaient à égalité de points pendant un certain nombre de temps avec un Real de Madrid qui était un grand Real à cette époque. Alors, merci pour cet éclaircissement, Christopher. Samuel, est-ce que toi, ça te fait peur pour la deuxième partie de saison, tout au long de la saison tu penses qu'on va pouvoir tenir la cadence avec l'effectif qu'on a? Est-ce qu'il ne faudra peut-être pas chercher des solutions avec des joueurs du centre de formation pour aller piocher peut-être un peu plus loin? Comment tu vois les choses, toi? Moi, j'essaie de les voir positives toujours. C'est vrai qu'il y a ce risque d'essoufflement. Le parallèle avec Bielsa est tellement facile à faire. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser et que je vais même vous poser. Est-ce que vous préférez vivre une saison sensationnelle avec 3 buts en moyenne par match, mais on finit en 4e Ligue Europa, ou vous emmerder l'époque Deschamps, mais finir 2e de Ligue 1? C'est ça la question aussi. Parce que moi, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas être sur le podium parce qu'on ne pourra pas tenir cette cadence. À moins qu'on ne joue pas l'Europa League, mais ce serait bête de ne pas la jouer à fond. Donc, je veux être positif, mais ça va être très compliqué. Alors, oui, Raph? Ouais, j'ai envie de réagir sur ça. Moi, je pense qu'il y a 2 raisons enfin même 3. C'est le premier qui nous permet de croire à une grosse saison avec potentiellement une Ligue des Champions à la fin, enfin une place en Ligue des Champions. C'est que l'année dernière, on a vu Lille qui a surperformé pendant une saison. Donc maintenant, on sait que c'est possible. En deuxième, c'est que Sampaoli, c'est un peu sa dernière chance en Europe. Donc là, on sait qu'il ne sera pas cramé par d'autres éléments extrasportifs, comme a dit Chris, avec l'Albi Céleste qu'il appelle, ou une sélection nationale. On sait que c'est lui, il accorde beaucoup d'importance à cette expérience, parce que c'est probablement sa dernière, en Europe, bien sûr. Mais aussi, dans l'effectif, on a plein de joueurs qui doivent se relancer et qui sont à une étape, à un moment clé de leur carrière. Guendouzi, on sait que c'est le moment de se relancer s'il ne veut pas faire des clubs moyens. Harit aussi, parce que finalement, il a pas mal régressé en allant à Schalke. Saliba, là, il doit confirmer pour avoir un statut de leader quand il retourne à Arsenal. Under, il est beaucoup critiqué en Italie sur son incapacité à être régulier. Donc moi, je trouve que tous ces éléments-là, alors soit ça va super bien marcher, soit on va s'écrouler. Mais moi, j'ai envie de croire en quelque chose cette saison et je pense qu'avec tous ces éléments, on peut croire à quelque chose. Oui, Sam? Bien sûr qu'on peut croire, et évidemment, on a eu des équipes parfois de l'OM avec des joueurs complètement mauvais qui n'alignaient pas un pied devant l'autre, et on y a toujours cru. C'est ça aussi d'être supporter et fou amoureux de ce club. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, tout se passe très bien, donc ça augure des bonnes choses pour la suite. Maintenant, quand tu parlais du LOSC, moi, la saison dernière, Lille, ils m'ont profondément ennuyé à chacun de leurs matchs, même s'ils avaient Burak Yılmaz, Leia Zicé, Timothy Weah, etc. Moi, c'est l'équipe qui me plaisait beaucoup la saison dernière dans le jeu, c'était Monaco, et ils ont été 3e. Et puis maintenant, ils sont en Ligue Europa. Donc, c'est pour te dire que parfois, il faut savoir avoir un juste milieu. Et malheureusement, entre guillemets, parce que moi, je suis un fou amoureux de Jorge Sampaoli. Je trouve qu'il est totalement Marseille compatible. Pour moi, il est aussi fou que les supporters. Et ça, c'est essentiel. Mais
on n'est pas à l'abri, j'espère vraiment pas que ça va arriver, qu'il pète vraiment un jour les plombs. Regardez contre Moi, j'adore Monaco, quand il s'énerve. là, quand il J'adore. tape le banc de touche, bon, tout ça, ça nous amuse, mais au final, ça fait carton jaune. Et on sait que nous, les arbitres et la Ligue, aiment bien nous tamponner. Donc, ce serait bête que Sampaoli se prenne des cartons rouges, qu'il soit véhément. Rappelez-vous ces images au Brésil, quand il monte sur un grillage, qu'il est prêt à frapper. Enfin, voilà, il faudrait qu'on évite un petit peu tout ça, même si pour l'instant, c'est nous, l'Olympique de Marseille, nos joueurs qui sont victimes des actes des autres. Donc, essayons d'être lucides. Je sais qu'on est un peuple de supporters passionnels, mais restons lucides, c'est important, ça nous permettra de bien avancer. Samuel, à Nice, les supporters, ils ont été vraiment exemplaires, les supporters marseillais à Nice. Hein. Bien sûr. Malgré les événements, c'était incroyable. Alors, Raph, une petite réaction? Ouais, non, une petite réaction vite fait. Il faudrait aussi, ça c'est plus une remarque générale sur la Ligue. Il faudrait peut-être que les arbitres se mettent à l'espagnol, parce que quand Sampaoli engueule ses joueurs, il prend toujours un jaune. C'est juste ça que je commence à trouver un peu énervant à la longue, quoi. Au bout d'un moment, nous, on nous force à prendre une deuxième langue au collège. Je pense qu'ils devraient faire la même chose. Alors écoute, on devrait leur suggérer des petits cours du soir. Je pense qu'ils seraient tous très heureux. Ça leur ferait le plus grand bien. Hein. On va écrire à notre cher Vincent pour lui suggérer ça. Arrêtez de vouloir intellectualiser l'OM, arrêtez. Allez, on va continuer. L'OM est de retour en Coupe d'Europe. Le premier match de l'Europa League, donc ce sera jeudi soir contre le Lokomotiv de Moscou. Donc on va un petit peu parler de notre adversaire avec toi, Flo. Parle-nous déjà de ce club dans un premier temps. Alors, le club, c'est un club qui a fait, posons les bases, 3e du championnat russe l'année dernière. Ils ont gagné la Coupe de Russie, ce qui leur a permis d'aller en Europa League cette année. Ils ont une valeur marchande en tout de 90 millions d'euros, 90 pour nos amis suisses. C'est pas si cher que ça, honnêtement. Voilà. Ensuite, ils ont un petit stade qui s'appelle le RZD Arena, qui fait 27 000 places à peu près, et 2 petits surnoms. Je suis désolé, il va falloir que je le dise en russe. Je vous dirai la traduction derrière. Alors, Krasno i Zelenie, qui veut dire rouge et vert, et Paravase, qui veut dire à peu près locomotive, tout ça. Enfin, c'est leur surnom. Alors, pour les cours de russe, on va continuer un petit peu. Hein. Voilà. Allez, parle-nous de l'équipe, Flo. Alors, au niveau de l'entraîneur et du dispositif, l'entraîneur, il s'appelle Marko Nikolic. C'est un entraîneur serbe et il aime beaucoup jouer en 4-4-2 ou dans la version un peu plus offensive en 4-2-2-2 ou en 4-4-2 offensif ou en 4-2-4 comme on aime bien l'appeler. Faudra faire un peu attention à certains joueurs. On connaît bien Smolov, pardon. Oula. Smolov qui a déjà marqué 6 buts en championnat. C'est déjà pas mal. Il y a un petit 10 qui peut jouer sur les deux côtés aussi, qui s'appelle Zemalet Dinov. Oh, je suis vraiment pas bon en russe ce soir, mais excusez-moi. On n'est pas meilleur que toi, je pense. Il y a quelques petits joueurs qu'on connaît de la Ligue 1. François Camano, Maciej Rinus, Pablo, qui sont là. Il faudra faire attention à Tinjet Vaj, le compatriote de Douillet, mais aussi peut-être à Barinov ou à Alexis Beka qui a été recruté cet été. Heureusement pour nous, d'ailleurs, il y a Zé Louis et Miranchuk qui sont blessés et qui ne devraient pas être disponibles. En quelque sorte, cette équipe-là, ça fait top 6 de Ligue 1, voire un peu moins. Voilà. Et comment est le public là-bas? Alors, les supporters, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est pas du tout cette vision qu'on a des supporters russes avec les hooligans, tout ça. Parce que c'est souvent l'ambiance des supporters sont souvent assez semblables à ceux de Marseille, dans le sens où pour craquer des fumigènes, c'est les premiers. Pour chanter, être torse nu, même quand il fait moins 10 degrés, ben, ils sont là aussi. C'est des supporters assez chauds. J'espère qu'on en verra un peu les images ce jeudi, parce que ça risque d'être impressionnant. J'ai vu quelques vidéos et c'était pas mal quand même. Enfin, ça m'a fait un peu penser à Marseille. Merci Flo. Alors, comment on va aborder ce match après notre parcours l'année dernière en Coupe d'Europe qui a été compliqué? Richard, toi qui as
qui a un gros mental, un mental de winner, de compétiteur. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des blocages de la part de certains joueurs qui ont eu part à l'aventure européenne de la saison dernière et si oui, comment tu abordais ça? Quelle solution tu apporterais? Ben, déjà, il ne reste pas grand monde de l'année dernière, hein, donc il reste que quelques joueurs. Je pense que les nouveaux arrivants avec la grinta qu'ils ont, d'après ce que je vois, ça va être des compétiteurs pour cette compétition. Je pense qu'ils vont aimer la version tournoi, donc la version coupe. Et je crois qu'en Coupe de France et en Ligue Europa, on va se régaler. Je crois qu'on va se régaler. Alors, bon, j'espère qu'il n'y aura pas une déception d'entrée, mais moi, j'ai envie de gagner la Coupe d'Europe, hein, je vous le dis. Je m'en fous du championnat. On se qualifie en Ligue Europa, ça me suffit. Je veux gagner la Coupe d'Europe. Je veux être une deuxième fois champion d'Europe. Oh, tranquille, Richard, tranquille. Non, je ne suis pas tranquille, moi. Samuel, est-ce que tu vois des blocages, qu'il peut y avoir des blocages psychologiques? Alors déjà, merci Richard, il m'a tué. Tout à l'heure, je parlais qu'il faut être un peu mesuré et tout, et lui il me parle de deuxième Coupe d'Europe. Sache que Richard n'est jamais dans l'excès, sache-le. Non, jamais. Non, pour revenir à ce groupe de Ligue Europa, moi, ça m'excite beaucoup cette C3. Et déjà, on peut remercier la Ligue Europa Conférence parce que tout le monde ne la comprend pas, cette cinquième Coupe d'Europe. Mais en attendant, ça nous permet d'avoir un groupe niveau Ligue des Champions pour notre Olympique de Marseille avec la Lazio Rome et Galatasaray. Donc, 3 ambiances chaudes avec 3 tacticiens incroyables. Ça commence à Moscou, pas forcément évident, mais rappelez-vous en 2018, on avait un groupe cadeau. On s'est qualifié dans les derniers instants avec un but de Clinton Ng. Je crois que c'est même le défenseur qui a marqué contre son camp. Et puis après, la machine était lancée. On est allé jusqu'en finale. Donc, pourquoi pas y croire? Surtout que cette saison, contrairement à l'an dernier avec la Ligue des Champions, c'est qu'on a 60 000 personnes au Vélodrome. Et ça, c'est un atout non négligeable. Quand je dis 60 000, là, je me remémore quelque chose. Quand on a fait cette fameuse épopée en 2018, quand on a joué OM Liberec en Vélodrome, moi j'étais en tribune gagnée avec René justement, on était 5 000. Donc j'ai pas forcément envie non plus que ça, qu'on revive ces moments-là. Bon, certes là on va avoir 3 grosses affiches, mais il faut pas bouder cette Ligue Europa. Financièrement, ça ramène une bonne enveloppe. Si on peut aller le plus loin possible, tant mieux. On a besoin de vibrations. On sort quand même d'un fiasco en Ligue des Champions qui était quand même bien prévu. Donc, la Ligue Europa, il faut la jouer à 100%. Et j'ai vraiment envie de dire, la Ligue Europa est une très bonne préparation pour être performant en Ligue des Champions. Regardez le FC Séville qui a gagné cette compétition plusieurs fois. Et en Ligue des Champions, ils ne font pas de la figuration. Et puis, même, tu peux rajouter les clubs russes parce que tu regardes l'année dernière, Krasnodar, c'est un club typiquement Europa League. L'année dernière, ils sont qualifiés en Ligue des Champions et bon, 3e et en Europa League. Mais c'est vrai, tu as raison, Samuel, dans le sens où c'est une bonne préparation. Parce qu'en plus, ça t'amène des points UEFA, ce qui te permet aussi de monter en chapeau quand tu vas jouer la Ligue des Champions. Puis si on est allé en finale avec Germain, je crois que là, on peut tout espérer. Christopher. Oui, alors, par contre, je vais mettre comme un gros bémol à cela, c'est que je pense que ça y est, finalement, Séphérine, après toutes les catastrophes qu'il a pu créer à l'UEFA, il a quand même créé quelque chose de très, très bien. C'est marrant, d'ailleurs, je t'entendais Samuel dire mécaniquement la C3, mais non, là, c'est une vraie C2 qu'il a créée, une vraie, parce que non, la C3 serait plutôt la Conference League. Et c'est vrai que du coup, en fait, on se rend compte, en fait, quand on regarde les groupes, c'est pas dégueulasse, hein. Surtout quand on se dit qu'en plus, il va y avoir en plus de la Ligue des Champions qui vont se retrouver aussi dans cette coupe-là. En fait, on va vraiment monter énormément en gamme avec cette nouvelle Europa League. Et pour moi, on n'est plus du tout dans le même monde de ce qu'on avait avec toutes les victoires de Villarreal ou de Séville. Là, pour moi, on a une coupe qui aura un peu plus de valeur que l'Europa League qu'on avait jusqu'à l'année dernière. La coupe des coupes d'avant. Ouais, d'une certaine manière, on peut dire ça. D'une certaine manière, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, Samuel nous disait qu'il fallait jouer cette Europa League à fond. Raph, si tu étais le Jorge Sampaoli, si tu serais Jorge Sampaoli, quelle équipe tu alignerais en tout cas pour ce match de jeudi? Quel joueur tu mettrais sur le banc? Quel joueur tu préserverais? Et pour toi, dans ton esprit, tu alignerais la meilleure équipe contre Lokomotiv Moscou ou contre Rennes?
Quels seraient tes projets? C'est là où je suis content de ne pas être Sampaoli, parce que je pense qu'il est en train de se faire des nœuds au cerveau pas possible, parce qu'il se dit l'équipe de dimanche, l'équipe contre Monaco a été tellement performante. Est-ce que je bouleverse l'équilibre en mettant un Payet? Après, Payet, il développe ton jeu, tu vois. J'aimerais pas En être tout à cas, sa il peut place. pas Ce serait s'arracher, il terrible. peut pas s'arracher les cheveux, si ça peut te rassurer. Mais... Ouais, ça, il a déjà dû le faire, quoi, il y a un moment. Mais non, je pense que je mettrais la même équipe. Juste peut-être en changeant Harit et puis en mettant Payet à la place, parce que Milik, je ne pense pas qu'ils soient encore capables de jouer un match 90 minutes. Je garderai la même équipe parce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Tu Ouais. mets Bamba? Est-ce que tu mets Bamba, Flo? Raph? Non, peut-être pas. Je ne mets peut-être pas Bamba, je mets peut-être plus Conrad de la Fuente. Il y a peut-être dans une équipe où parce que je crois que Moscou, je n'ai pas vu énormément de matchs, mais il y a moins de profondeur derrière. Donc, je pense qu'un De La Fuente qui est capable de plus aller en 1 contre 1, de prendre les espaces, on a vu. C'est pas un avant-centre de métier, lui, non? Non, mais tu le mets à gauche et puis tu mets Payet en faux numéro 9 comme on joue depuis le début de la saison. C'est comme ça. Ouais, mais écoute, à chaque fois, on se dit, oh, mais on n'a pas d'attaquant, on n'a pas d'attaquant. Ouais, enfin, on marque environ 2 buts par match. Donc, moi, si on joue toute la Oui, saison mais comme tu es en ça, je Coupe le signe, d'Europe. hein. Tu es en Et Coupe si on met 2 d'Europe. buts par match à chaque Coupe d'Europe, à Mais chaque match de Richard, Coupe d'Europe, je le signe, hein. ça marche pas ton argument de ouais, mais on est en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, prenons l'exemple de Guardiola, il joue avec un faux neuf. Donc, Oui, tu peux pas dire ça. mais lui, dans sa configuration, dans son équipe à lui, ça peut marcher. Nous, dans notre configuration, on a besoin de quelqu'un dans la profondeur. Ouais, mais regarde, Payet, Monaco. il n'est pas fait pour être attaquant. Non, Il n'est mais pas fait pour être attaquant. Richard, Monaco, c'est une équipe de Coupe d'Europe. Tu l'as dit Non, toi-même. Je suis Ah d'accord bah, avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais avec qui? Il n'était pas là, Payet. Tu comprends? Bah ouais. Payet, tu le mets en faux neuf, il ne sait plus où il est. Bah si, il On l'a joue vu comme pour ça la depuis le plusieurs début de la reprises. saison. Il joue comme ça depuis le début de la saison. Il joue en faux neuf. Alors, messieurs, Oui, mais- on va demander l'avis de Samuel sur ce match. Quelle équipe, quel 11 il a ignoré? Il se débrouille. Non, mais je lui fais tellement confiance. On va sans doute avoir le retour de Dimitri Payet, hein. Alors, moi, je préfère vous dire que Oui. c'est pas une blessure au genou, hein, qu'il a Dimitri Payet. Je ne vais pas dire ce qu'il a concrètement, mais c'est pas du tout pour raison de blessure, hein, qu'il n'a pas été là dimanche, enfin samedi à Monaco. Je pense qu'il sera quand même de retour jeudi dans le groupe. Mais en tout cas, c'est un match qu'on va beaucoup attendre. Souvenez-vous, quand on a fait le déplacement de l'Olympiakos en Ligue des Champions la saison passée, on avait beaucoup d'attentes. Pour moi, jouer le Lokomotiv Moscou, c'est un peu comme jouer un Porto russe, quoi. C'est des équipes toujours difficiles à bouger. Après, Raph, il parlait tout à l'heure de Conrad de la Fuente. Moi, je mettrais Bamba Dieng. Il est dans sa lancée, le minot, il a envie de cartonner. Merci. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu mets de la Fuente ou Luis Enrique. Non, mais tu le mets 60 minutes. Tu le mets 60 minutes, tu vois ce que ça donne. Et si ça ne va pas, tu le remplaces. Exactement. Et puis après, Payet en faux neuf, moi, il me séduit totalement depuis le début de la saison. Donc j'espère qu'il va revenir ça marchera comme pas. au début de saison. Hein. Alors, Raph, oui. Ouais, mais là où j'ai mis des réserves, même si j'adore Bamba Dieng, c'est ce qu'on a vu là où il était très fort, c'était pour prendre la profondeur. Et parce qu'à Monaco joue comme ça. Mais on sait qu'en Coupe d'Europe, c'est toujours différent. Les équipes ne jouent pas forcément ultra haut, parce que c'est un mini championnat de 6 matchs, et donc ils ne peuvent pas prendre un risque énorme de prendre des buts. Est-ce Moi, que je tu as verrais regardé plus le deuxième but? Est-ce que tu as regardé le deuxième but de Bamba? Est-ce que c'est dans la profondeur, mon fils? Bah oui, c'est dans la profondeur. L'équipe monégasque, elle est coupe. L'équipe monégasque, il récupère le ballon dans la finir. surface. D'abord, il fait une mauvaise passe, après, il récupère le ballon dans la surface et il la met au fond. C'est pas sur un ballon. Mais l'action du début, c'est sur ça. Et puis, c'est parce que l'équipe monégasque est coupée en deux, parce qu'ils étaient trop hauts. Voilà. Moscou, à mon avis, ils ne vont pas jouer comme ça. Ils vont jouer avec un bloc un peu plus serré, donc il faudra trouver les espaces à l'intérieur. En Coupe d'Europe, si tu n'as pas quelqu'un devant pour emmerder la défense, tu vas te retrouver avec un 3-0 dans ta gueule. Voilà, je te le dis. Maintenant, voilà, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, mais moi je te dis, si tu n'as pas d'attaquant, toujours. Voilà, toujours, ouais. Christopher. On a vu des équipes sans attaquant qui gagnaient facilement et qui ne prenaient pas 3-0. C'est une théorie. Ouais, non, il n'y a pas de théorie, Richard, il n'y a pas de fondement.
Bon, moi, je voudrais revenir sur un tout petit détail réglementaire dont je n'étais pas au courant, parce que je crois que vous avez entendu, c'est-à-dire que bien évidemment, une des questions qu'on discute avec Samuel aussi depuis tout à l'heure, ça va être la question, voilà, quels vont être les remplaçants, comment on va faire tourner cette équipe avec 2 matchs par semaine. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'on peut mettre en fait des joueurs du centre de formation. Hein. On a ce droit-là, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas dans les joueurs qui ont été sélectionnés pour l'Europa League, on a le droit d'en rajouter du centre de formation. Toutefois, il y a un petit détail que j'ai appris aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager, c'est qu'en fait, on peut utiliser uniquement ceux qui ont été formés par l'OM. Donc très concrètement, ça signifie que, par exemple, Ben Seguir, on ne pourrait pas l'avoir en Europa League. Voilà, ce qui serait dommage d'ailleurs parce que j'espérais justement qu'il serait dans la rotation et il ne pourrait pas y être. On pourra mettre par exemple sur Sonnet, enfin voilà, tous ces joueurs, peut-être Pitou, voilà, tous ces joueurs qui font vraiment partie du centre de formation qui ont été formés à l'OM, mais pas ceux qu'on a intégrés avec le temps. Ok, merci pour cette petite précision. Alors, rappelons, donc, on l'a dit, le groupe de l'OM, c'est Galatasaray, Lazio de Rome et Lokomotiv Moscou. Un petit rappel. On n'est pas vernis. On n'est pas vernis, mais c'est un beau groupe de Ligue des Champions, comme nous disait Samuel. Un petit rappel avec toi, Flo, sur le règlement de cette Europa League. Alors, le règlement, je ne vais pas dire qu'il est très simple parce que c'est quand même assez compliqué à comprendre, à visualiser même. Alors, le premier du groupe passe directement en 8e de finale. Le deuxième du groupe passe en 16e de finale et affrontera soit les autres deuxièmes des groupes, soit les troisièmes de Ligue des Champions. Pour le troisième d'Europa League, ça sera la même chose que pour la Ligue des Champions, sauf qu'il descend en Conference League. Il jouera les 16e de finale face aux deuxièmes de... On dirait la Coupe du Monde. Toujours l'excès. Oui, vas-y, Flo. Non, c'est fini. Ah, pardon. Alors, et petit rappel du coup des dates de ces matchs, si vous les avez oubliés, en tout cas les premiers. Donc, Galatasaray, ce sera le 30 septembre. Là, la Lazio, ce sera le 21 octobre. Alors, vous avez un peu entendu les règles que Flo nous a rappelées. Vous espérez finir combien? Allez, un petit tour de table. À quelle place du groupe? Chris? En tout cas, certainement pas troisième, parce que c'est pour se retrouver reversé dans la Conference League et retrouver la bonne vieille C3 avec des bons vieux matchs, comme parlait tout à l'heure Samuel disait. Non, je veux surtout pas avoir des matchs comme cela. Donc ouais, on va espérer la première, parce que la deuxième, elle est comme un sacré piège, hein, parce que se retrouver en barrage contre un troisième de Champions League, je ne sais pas si vous avez vu quelques groupes de Champions League. Eh ben, il y a 4 très bonnes équipes souvent, hein. Donc on pourrait se taper vraiment un très bon troisième et qui quand même nous mettrait un peu à risque pour la suite de la compétition. Donc en fait, et les gars, si on se tape Monaco, et qu'on les tape 2-0 chez eux, je suis content, moi. Et toi, Samuel, t'espères qu'on va finir à quelle place? Première, hein? Bien sûr, moi je nous vois terminer premier. Alors il y aura des difficultés, hein. Il ne faut pas penser qu'on va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Mais je n'ai pas de crainte spécialement sur Galatasaray ni le Lokomotiv Moscou. Ce sont des équipes qui ont certes des atouts, mais elles vont beaucoup dépenser, vont avoir beaucoup de courage, mais on ne peut pas dire que ce soit, font pas partie du gratin européen. Mais bon, après, c'est pas trop cool ce que je dis, parce qu'on s'est déjà fait déranger par des équipes qu'on serait incapable de situer sur une carte. Maintenant, je pense que le vrai choc, et ce qui va m'intéresser, c'est le match contre le Lazio de Rome de Maurizio Sarri. En fait, hein. Parce que pour moi, Maurizio Sarri est un des meilleurs entraîneurs au monde, et j'ai tellement hâte de voir cette double confrontation au Vélodrome, au Stadio Olimpico. Moi, je pense que déjà, si on bat à 2 reprises le Lokomotiv Moscou et Galatasaray, et bien après, on se qualifie sans problème. Allez, un petit pronostic chacun, messieurs, sur ce match contre le Lokomotiv Moscou. Raph? 2-1 pour l'OM. 2-1, Flo? Ah, c'est dur quand même. Ouais, victoire de l'OM. Je partirais sur un 2-1 parce que ça va être possible, parce que ça va être compliqué quand même en Russie. Allez, Chris? Je dirais 2-0 pour l'OM. 2-0. Samuel? Je vois une autre victoire 3-1. 3-1. Richard?
On est chez nous, hein, rassure-moi. Non, la Russie, c'est pas encore chez nous, mais On est chez eux? oui, bon, si Ah. tu veux, on est chez Moi, nous. je nous vois gagner 1-0 là-bas. Alors. 1-0. Et pour compléter ton pronostic, Richard, on va finir premier du groupe avec 18 points. Hein. C'est top. Disons que j'ai un grand espoir sur cette Coupe d'Europe. Voilà. Après, deuxième, premier, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ça marche. Allez, moi, je vais dire 1-0 pour le Reds. 1-0. Alors, le match de Coupe d'Europe, c'est jeudi. On a un petit match de championnat quand même qui sera derrière dimanche. Un petit match, quand même contre Rennes, dimanche à 17h. Est-ce qu'au final, vous pensez que c'est le meilleur moment pour les affronter, vu la dynamique ou alors derrière un match de Coupe d'Europe avec peut-être une rotation d'équipe? Comment vous voyez ce match? Comment tu vois ce match, Samuel? On va dire que les deux équipes auront un match de Coupe d'Europe dans les jambes dimanche. Je pense que nous, on a un jour de récupération, mais on a quand même un déplacement à refaire, un retour de Moscou. Rennes, il n'y a pas de moment pour les prendre. Je trouve que cette équipe, ce club, même de façon générale, périclite depuis 4-5 ans. Cette saison, il n'y a rien de cohérent. Bruno Genesio n'arrive pas à maîtriser son groupe. Là, ils vont perdre Mbaye Niang. Je ne comprends pas cette équipe de Rennes, comment elle fait pour être aussi irrégulière. Elle peut sortir une grosse performance, comme elle peut être hyper décevante 3-4 week-ends d'affilée. Donc, j'ai pas vraiment de crainte. On va être à la maison. Je pense que si on gagne jeudi, si on commence très fort en Ligue Europa, dimanche, on fait un petit 3-0 contre Rennes. C'est vrai que Rennes, ça a souvent été un club connu pour son irrégularité. Et puis, heureusement qu'ils ont eu le soutien de leur actionnaire, François Pinault, depuis de nombreuses années, parce qu'il a quand même mis beaucoup d'argent dans ce club, mais jamais peut-être avec un juste retour d'investissement. Comment vous voyez ce match, les amis? Flo, comment tu vois ce match contre Rennes? En fait, c'est compliqué parce que, comme il dit Samuel, c'est un club irrégulier. Et quand on voit les recrutements qu'ils font sous la houlette de Florian Maurice, c'est quand même pas mal. Il se débrouille à faire un bon recrutement. Malheureusement, ça prend pas effet. Donc, ça va être, je sais pas, c'est difficile à dire. Surtout que finalement, on joue tous les deux, enfin, les deux équipes jouent un match de Coupe d'Europe à la même heure, le même jour. Donc, finalement, il n'y a pas d'avantage ni pour l'une ni pour l'autre. Peut-être un peu plus pour Rennes parce qu'on fait le déplacement à Moscou. Je vois une victoire de l'OM, mais ça risque d'être un petit peu compliqué sur le terrain parce que Rennes n'arrive pas à les jouer. Très bien. Victoire de l'OM, combien tu dis? Je sais pas, un petit 1-0 ou 2-1. Un petit 1-0. Chris, combien? Ouais, ça se joue à Rennes ou à Marseille? À Marseille. À Marseille? Oh, c'est une victoire. Le plus beau stade du monde. Voilà, exactement. Il n'y a pas de raison, on va gagner. Et puis, pour revenir sur ce que dit Flo, effectivement, pour moi, c'était un des meilleurs recrutements. Ce qu'a fait Rennes, c'est des meilleurs recrutements de Ligue 1 cette année. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même réussi à avoir un joueur qu'on cherchait à avoir, le fameux Tchèque. Là. Et justement, depuis tout à l'heure, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un Croate. Croate, pas Tchèque. Croate. Comment il s'appelle? Lovro Majer. Ah voilà, Romage. Ok, voilà, c'est ça. Voilà, et puis c'est vrai que quand on entend un petit peu, voilà, ceux qui connaissent très très bien le monde du scoutisme de manière générale et le monde du recrutement, pour eux, ils auraient fait comme un recrutement un peu XXL cette année, en tout cas de qualité. Donc, à mon avis, c'est très bien qu'on les prenne maintenant. Je pense qu'on pourra avoir une victoire. Pas sûr qu'on aurait cette même victoire peut-être dans quelques temps. Donc prenons-les maintenant, tant qu'ils sont un peu faibles, et enfonçons-les. Raph, combien la victoire? Je pense que ça dépendra du match de jeudi, surtout. Si on est dans une bonne dynamique. Je vois bien une victoire 2-0. Mais moi, je vois surtout ça comme un affrontement entre un manager qui gère ses troupes et espère surfer sur une bonne dynamique qui est Genesio contre un tacticien. D'accord. Donc, je me dis que c'est là que ça va être plutôt intéressant. D'accord. Finalement, depuis que Genesio est là, il gère les troupes, quoi. Il met les joueurs sur le terrain. Voilà, toi, tu vas jouer là, là, là. Mais après, il ne leur donne pas de consignes. Alors que Sampaoli, on se demande s'il leur dit où il faut se mettre, mais il y a un plan de jeu. D'accord. Samuel. Je pense que la semaine, elle est surtout terrible pour les Rennais, parce qu'ils ont les retrouvailles avec la Coupe d'Europe, surtout la nouvelle Ligue Europa Conférence, et puis ce déplacement chez nous. À chaque fois, en fait, Rennes à l'extérieur, c'est une équipe qui m'ennuie chaque week-end.
Il n'y a qu'à domicile qu'elle arrive un peu à hausser le niveau. Alors certes, il y a un mercato très ambitieux, c'est sans doute oui, c'est un excellent mercato parce qu'ils n'ont pas les moyens du Paris Saint-Germain, etc. Mais la mayonnaise ne prend pas parce que l'entraîneur est pour moi catastrophique. Bruno Genesio, je n'ai jamais été fan. Je trouve qu'il, justement, Raph, il gère rien, cet entraîneur. Je ne le vois pas pousser de gueulante, je ne le vois pas remobiliser ses troupes. Il fait beaucoup le Calimero en conférence de presse d'après-match, mais pourtant, il y a un trio offensif intéressant. Hein. Il y a des mecs comme Martin Terrier. Attention, à Lyon, il n'était pas mauvais, Genesio. Pour l'instant, ça n'a jamais rien prouvé pour moi. Hein. Je pense qu'il aurait dû rester en Chine, à Beijing, et puis moi, c'est fini pour lui. Hein. Encore même à Beijing, il n'était pas ouf. Hein, donc, comme ça, Allez, au moins. on va prendre les derniers pronostics. Samuel, tu nous avais donné ce pronostic 3-0 dimanche. 3-0. Richard? Ouais. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Moi, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Les six matchs qui arrivent de l'OM, on va faire très mal. Donc, je pense un bon 3-0 contre Rennes, si ce n'est pas 4-0 dimanche. 4-0. Ok, allez, moi je vais dire 3-1. Je vais rester un peu dans votre ambiance. Samuel, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Déjà, oh là là. C'est un réel plaisir de t'avoir. Alors, la saison est longue. Tu connais l'adresse. Si tu veux revenir, ça sera avec plaisir. Écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un kiff de pouvoir parler entre passionnés. J'espère qu'on pourra se parler vraiment physiquement, se rencontrer, que ce soit au stade ou moi si je viens un jour en Suisse. Et de pouvoir parler de tout et de rien. C'est vraiment agréable d'avoir justement ces émissions-là en ligne qui liberté de ton, c'est-à-dire qu'on n'est pas briefé, on peut dire ce qu'on pense, il y a une bonne entente entre tout le monde. Moi, je sens que vous êtes potes entre vous dans la vie, donc moi, c'est agréable. Franchement, c'était très agréable. Merci, c'est touchant. Oui, Raph? Oui, je voulais dire, pour tous ceux qui habitent Genève ou à côté, rendez-vous jeudi pour voir le match au même endroit que d'habitude, donc au Pickwick, vous êtes tous attendus là-bas. Merci pour le message. Et un dernier message, Samuel, si tu le permets. On va avoir une grosse pensée pour notre ami et ton ami qui était très proche, René, qui est dans un combat assez compliqué en ce moment pour lui. On pense fort à lui. Bien sûr, on pense très très fort à lui. Et d'ailleurs, il est tellement touché par tous les milliers de messages, les millions de soutiens qu'il a reçus du monde entier. Donc, il lit tout le monde. Il essaie d'avoir un œil attentif aux réseaux sociaux. Donc, voilà, on espère qu'il va s'en sortir. En tout cas, c'est un guerrier, c'est un combattant. Et c'est vrai que d'avoir vu tout ce soutien populaire, il ne s'y attendait pas. Et ça lui a fait énormément de bien moralement, mentalement. Donc, franchement, pour ça, il en sera toujours reconnaissant. En tout cas, tu lui envoies toute notre force. On lui envoie toute notre force. Toute notre force, et on lui souhaite vraiment un bon et un prompt rétablissement. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et allez l'OM!